Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Trois touristes européens ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel d'une station balnéaire en Égypte. La chef de la politique étrangère de l'Union européenne a annoncé que l'Union européenne a préparé 100 millions d'euros pour la Libye. Deux avions de chasse Tornado de l'armée allemande ont décollé de la base aérienne turque d'Incirlik vendredi pour effectuer une mission de reconnaissance en Syrie. La Chine continue de surveiller les radiations à la frontière avec la RPDC et les récents essais nucléaires nord-coréens n'ont pas affecté l'environnement chinois. La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo du monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. À la une de cette édition, 3 touristes européens, 2 Autrichiens et un Suédois ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel d'une station balnéaire en Égypte. La police a tué un assaillant et blessé un second. L'attentat de Hurghada, station très prisée sur les bords de la mer Rouge, pourrait porter un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà frappé de plein fouet après le crash fin octobre d'un avion de touristes russes dans le Sinaï, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui avait fait 224 morts. Les 3 touristes blessés à Hurghada souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Vendredi soir, les assaillants, armés de couteaux, ont tenté d'entrer dans l'hôtel Bella Vista en passant par le restaurant de l'établissement. Un des 2 assaillants a été abattu par les forces de sécurité, tandis que le second a été grièvement blessé. Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes qui visent principalement les forces de sécurité. Les stations balnéaires de la mer Rouge avaient été relativement épargnées et Hurghada et Sharm el-Sheikh continuaient d'attirer des visiteurs venus notamment de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. La chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Federica Mogherini, a annoncé que l'Union européenne a préparé 100 millions d'euros pour la Libye, disponibles une fois que le gouvernement entrera en fonction. Madame Mogherini a prononcé cette déclaration lors d'une conférence de presse à Tunis, en marge de discussion avec le Conseil présidentiel de la Libye. Il y a des choses que l'Union européenne continue à faire pour soutenir le peuple libyen, en particulier l'assistance humanitaire, même dans les moments les plus difficiles de cette crise. Toutes les difficultés de ces 2 dernières années, nous avons toujours dit que nous voulons faire davantage. Nous avons préparé 100 millions d'euros pour soutenir les activités humanitaires et construire des institutions qui seront prêtes dès le premier jour de l'accord national du gouvernement. Federica Mogherini a également rendu hommage aux victimes d'un attentat à Zliten jeudi. Au moins 60 policiers ont perdu leur vie et 200 autres ont été blessés lors de l'explosion d'un camion près d'une base de police dans l'ouest de la ville libyenne. Pour l'instant, aucun groupe n'a revendiqué l'explosion, mais le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat suicide à la bombe à un point de contrôle d'une bande pétrolière de la Libye. La branche de l'État islamique en Libye a publié un communiqué déclarant que l'attentat de jeudi à Ras Lanouf, dans l'est du bastion côtier de Sirte, a été exécuté par un combattant étranger utilisant une voiture remplie d'explosifs. 6 personnes, dont un nourrisson, ont été tuées. Selon les analystes, la résolution de l'Éthiopie de cette année de combattre le groupe militant Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda en Somalie a contribué à la décision du gouvernement américain de retirer ses bases de lancement de drones installées dans le sud de l'Éthiopie. Les États-Unis contrôlaient leurs drones depuis la base militaire située à Arba Minch dans le sud de l'Éthiopie. La mission aidait à combattre le groupe Al-Shabaab et d'autres groupes terroristes de la région depuis 2011. Aujourd'hui, la mission est annulée. Le gouvernement éthiopien et les experts craignent une résurgence des activités terroristes. Ils restent toutefois confiants des résultats. There is a mutual understanding, okay?
Il existe une entente mutuelle entre l'Éthiopie et ses partenaires dans le combat contre le terrorisme. La situation est en train de changer. Cela se reflète directement dans les décisions prises. Ethiopia's military is this moment capable of handling. L'armée éthiopienne, du moment, est capable de s'occuper de toutes les missions de renseignement et de contrôler la zone. La hausse des performances du gouvernement éthiopien dans le contrôle de la zone et dans la façon de gérer les situations ont changé le scénario. The way they handle things, okay, has changed the scenario. Les États-Unis exécutaient la mission de renseignement afin que l'Éthiopie utilise leurs drones. Aujourd'hui, selon les représentants américains, ce travail n'est plus vital, du moins dans la région de l'Afrique de l'Est. We see the purpose of the drone is more for the intelligence purpose in the fight. Lorsque nous voyons l'objectif des drones, il s'agit plus d'un objectif de renseignement dans le combat contre le terrorisme. La tendance que nous avons observée est qu'il existe un déclin de cette tendance. Je pense donc que l'opération ou l'objectif de l'installation des drones à Arba Minch est fini. In Arba Minch, I think the mission is completed. Les autorités éthiopiennes maintiennent que le retrait des installations de drones américains ne changera en aucun cas la coopération militaire et les partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Nous continuerons notre coopération d'une façon robuste, car nous savons que nous avons acquis une très grande expérience pour une paix durable dans la sous-région. Nous continuerons de travailler étroitement avec l'IGAD, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires. L'envoyé pour la paix des Nations unies, Staffan de Mistura, est arrivé à Damas pour rencontrer le ministre syrien des Affaires étrangères. De Mistura rencontrera Walid Muallem aujourd'hui pour discuter des préparations pour les pourparlers entre le gouvernement et l'opposition plus tard ce mois. Les discussions sont la première étape d'un ambitieux plan de 18 mois approuvé par l'ONU, dont le but est d'arriver à une transition politique en Syrie. Avant cette visite, de Mistura a rencontré des membres de l'opposition à Riyad dans l'objectif de confirmer la date de début des discussions et la composition de la délégation de l'opposition. Il a également rencontré des ambassadeurs impliqués dans les discussions sur la Syrie à Vienne en octobre et en novembre. De Mistura sera également en visite en Iran dans les prochains jours pour désamorcer les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux pays soutiennent des côtés différents dans la guerre syrienne. Deux avions de chasse Tornado de l'armée allemande ont décollé de la base aérienne turque d'Incirlik vendredi pour effectuer une mission de reconnaissance en Syrie. C'est la première mission de l'armée de l'air contre la Daesh en Syrie. Les avions de chasse Tornado font partie de la contribution allemande aux opérations de la coalition internationale en Syrie, ce qui inclut un tanker et une frégate qui aident à protéger le porte-avions Charles de Gaulle, ainsi que 1200 troupes au sol. Contrairement à la France, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, l'Allemagne n'effectue pas de mission de bombardement. Le ministère chinois de la protection de l'environnement continue de surveiller les radiations à la frontière avec la RPDC. Et bonne nouvelle, les récents essais nucléaires nord-coréens n'ont pas affecté l'environnement chinois. Les données sont recueillies dans 36 stations de surveillance le long de la frontière. La plus proche du site des essais se situe à 75 km. Le ministère dit qu'il conduira également des tests sur des échantillons humains, analysera les données et rendra publics ces chiffres. Les chiffres seront publiés sur le site internet du ministère toutes les 6 heures. Le dernier essai nucléaire effectué mercredi par la République populaire démocratique de Corée continue à susciter une vague d'inquiétude partout à travers le monde. Plusieurs experts croient cependant qu'il ne s'agissait pas d'une bombe à hydrogène. Reportage. De ce point de vue, Joe Bermudez dit qu'il n'y a pas de doute que la RPDC a effectué des essais nucléaires souterrains. Nous avons remarqué des activités ici et là, on voit qu'ils déplaçaient de la terre. Et même si les choses ne sont pas toujours claires quand vient le temps de parler de la Corée du Nord, M. Bermudez se dit certain. Au meilleur de notre connaissance, ce n'était pas une bombe à hydrogène. Mais la situation demeure quand même assez troublante, admet-il. Eh bien, nous devrions être très préoccupés, absolument.
C'est lors d'un projet portant sur l'armée populaire de Corée que M. Bermudez s'est intéressé pour la première fois au pays. L'auteur de 5 ouvrages sur la RDPC analyse des renseignements commerciaux sur cet endroit qu'il croit être animé par une seule chose. Il croit que les armes nucléaires sont au cœur de la survie du pays. C'est devenu un élément central de fierté nationale et des valeurs de la nation. Il s'agissait du 4e essai nucléaire de la Corée du Nord au cours des 10 dernières années. Chaque test, selon M. Bermudez, rapproche le pays de son but ultime, qui est d'être capable d'atteindre les États-Unis avec un missile balistique muni d'une arme nucléaire miniaturisée. Et chaque essai, selon lui, est une affirmation par le dirigeant du pays qu'il est le seul maître à bord. On ne peut pas savoir exactement ce que Kim Jong-un a derrière la tête. Il se trouve dans une position où il doit s'affirmer sur une base régulière, au moins pendant les premières années. M. Bermudez pense que ce qui est arrivé mercredi ne représente pas seulement une menace militaire, mais aussi cela rend les investisseurs très nerveux. Cela affecte l'économie de la Corée du Sud, l'économie au Japon et de la Chine. Cela affecte aussi l'économie des États-Unis, qui affecte aussi en retour l'économie de la Chine. Maintenant que la République de Corée a annoncé qu'elle va reprendre ses émissions de propagande visant ses voisins, la balle pourrait être dans le camp de Pyongyang. Cela aura un impact sur les Nord-Coréens, leur réaction sera très importante. Le déchiffrement des intentions occupe M. Bermudez depuis 30 ans. Et c'est beaucoup plus difficile que de simplement suivre leurs mouvements sur ces cartes satellites. Les indices de prix à la consommation et de prix à la production chinois ont baissé au mois de décembre. Les prix des secteurs de la consommation ont gagné du terrain, mais les prix des secteurs de la production restent négatifs. L'inflation de la consommation a légèrement remonté en décembre, avec une hausse de l'IPC de 1,6% sur l'année. Sur une base mensuelle, les prix alimentaires ont augmenté de 2,7% par rapport au même mois l'an dernier, qui avait joué un rôle primordial dans la hausse de l'IPP de ce mois. Les prix des produits non alimentaires ont quant à eux augmenté de 1,1%. Le PPI de décembre a baissé de 5,9%. Il s'agit du 46e mois consécutif de baisse. Sur une base annuelle, l'IPP a grimpé de 1,4% par rapport à 2014 et le PPI a chuté de 5,2% en 2015. Le chef de la Banque de développement asiatique a déclaré que la croissance économique chinoise était encore très élevée comparée aux autres économies. Takehiko Nakao s'exprimait à l'occasion d'un forum aux Philippines. L'économie chinoise ralentit, mais s'il est peut-être de 6,7% cette année ou comme l'an dernier de 6,9%, c'est quand même très élevé comparé aux pays en développement et bien sûr aux pays développés. À ce stade, je ne pense pas qu'il y aura un ajustement sérieux de l'économie. La chute continue du rapport UN-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tous deux fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Et il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7. Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des 3 derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché. Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La Banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devises étrangères du renminbi onshore et offshore montre que la Banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devises étrangères connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée.
La police à Shenzhen a arrêté 5 autres cadres de la compagnie responsable du tas de déchets qui s'est effondré et a enseveli 77 personnes dans la ville du sud de la Chine le mois dernier. Cela survient après l'arrestation dans un premier temps de 11 personnes de la compagnie, dont le représentant légal. Ces 16 personnes ont été accusées de négligence. Le tas de déchets s'est effondré le 20 décembre et a détruit 33 bâtiments dans la zone industrielle de Huntaiyu. 58 corps ont été retrouvés. Une enquête du Conseil des affaires d'État a découvert que la catastrophe était le résultat d'une mauvaise gestion de la sécurité plutôt qu'une cause géologique. Le plus grand salon mondial de l'électronique, le CES, se poursuit à Las Vegas dans le Nevada et l'un des secteurs qui suscite le plus d'intérêt dans ce salon est celui de l'automobile. Mon chauffeur arrive pour venir me chercher. Mais cette Audi Q5 est un peu différente, elle est connectée. Cette voiture est une Delphi Drive connectée, équipée d'un radar et de systèmes de vision et plus d'une vingtaine de capteurs. Delphi est l'un des plus importants fournisseurs de pièces pour automobiles au monde, mais il pourrait un jour convaincre les conducteurs d'enlever leurs mains du volant pour se laisser conduire. Un véhicule Delphi Drive a récemment effectué le trajet entre San Francisco et New York, 99% du temps de manière autonome. Ce signal indique comment le véhicule peut se relier aux autres véhicules connectés. Et ce signal indique la manière dont il pourrait détecter un piéton en train d'envoyer des messages sur son téléphone sur le bas-côté, permettant d'éviter un accident potentiel. Comment faire que ces capteurs et ces systèmes de perception soient suffisamment bons pour que le véhicule soit capable d'anticiper ces problèmes? Le véhicule peut éviter une situation qui pourrait amener à faire ce genre de choix. C'est une vraie promesse technologique. On peut trouver des simulations de conduite autonome partout au CES, le site de Hyundai par exemple. Le constructeur Kia a même ajouté une touche de réalité virtuelle. Mais pour Chevrolet, l'avenir c'est déjà maintenant. Il est possible de faire un tour le long d'Electric Avenue dans le véhicule tout électrique, le Chevy Bolt, qui peut embarquer 5 personnes. Avec les connectivités d'Apple et d'Android, un écran tactile et un rétroviseur permettant de bénéficier d'une vue de 80 degrés, le Bolt annonce une autonomie de 320 km et ne coûtera qu'environ 30 000 $. Il y a de trop nombreuses raisons pour que les gens n'achètent pas de véhicules tout électriques. Typiquement, ils coûtent trop cher et n'ont pas assez d'autonomie. Ce que nous avons fait avec la Chevrolet Bolt, c'est d'éliminer ces raisons qui font que les gens ne voudraient pas l'acheter. Le Chevy Bolt devrait être mis en vente au cours de cette année. La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo dans le monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. Mais l'industrie chinoise souffre encore, pour sa majorité. Il y a 18 ans, Zhang Lei était juste un adolescent fou de jeux vidéo. Maintenant, c'est un développeur. Sa carrière ressemble à une chronique du jeu en Chine qui est passé des jeux sur console ou PC à des applications sur portable. Entre 2010 et 2013, les entreprises de jeux chinoises ont commencé à prendre leur élan. C'était l'âge d'or. Après avoir fini son dernier projet, Zhang a pris une pause pour réfléchir à la suite. Lancer sa propre entreprise était une option parmi d'autres. L'industrie chinoise du jeu a battu celle des États-Unis et du Japon en 2015 avec 22 milliards de dollars. La raison de ce succès est simple. La plupart des jeux sont désormais en ligne et la Chine a la plus grande population d'internautes. L'ancien collègue de Zhang Lei, Sun Jianfeng, a commencé sa propre entreprise en 2014. Il dit que le marché devient de plus en plus rentable, mais qu'il est moins approprié aux PME. En 2014, presque tous les investisseurs refusaient d'investir dans des programmes liés au jeu. Nous ne pouvions pas lever de fonds. En 2015, ce canal a été bloqué. Les revenus ont été partagés entre géants. Les géants dont M. Sun parle sont Tencent et NetEase qui détiennent beaucoup d'argent et une large base d'utilisateurs. Tencent, par exemple, peut lancer un jeu par son service de messagerie comme QQ ou WeChat et instantanément avoir plus de 600 millions d'utilisateurs. La seule façon de survivre est d'explorer le marché de niche qui n'a pas encore été investi par les géants. Par exemple, nous développons des jeux de stratégie qui se focalisent sur le roleplay.
John Lei a finalement décidé de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il dit que la fenêtre s'est refermée. Pour lui, rejoindre une grande entreprise pourrait constituer une meilleure solution. Le monde entier s'est précipité pour voir le dernier film de la série Star Wars lors de sa sortie il y a maintenant 2 semaines. Néanmoins, le public chinois a dû se montrer plus patient. La première de l'épisode, Le Réveil de la Force, a eu lieu à Shanghai dimanche soir. L'équipe du film et les acteurs étaient présents. Jeffrey Jacob Abrams est le réalisateur du dernier épisode de la saga Star Wars, à savoir Le Réveil de la Force. Il a foulé le tapis rouge aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy et des stars du film, John Boyega et Daisy Ridley. Ils nous ont livré leur enthousiasme quant à la sortie du film en Chine. As a kid, I was always a fan of Star Wars, and so that was always closer to my heart. Yuan Li, Jia, Xin. Yeah? Yeah? Les fans se sont réunis devant le Grand Théâtre de Shanghai afin d'apercevoir les stars. Beaucoup ont revêtu les costumes de leurs personnages préférés pour l'occasion. Près de 4 décennies après le premier film de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force a battu des records d'audience dans le monde entier suite à sa sortie le 18 décembre. Le film a généré $1 milliard de recettes en 12 jours seulement, ce qui constitue un nouveau record de l'histoire du cinéma. Il a réalisé le plus gros week-end de sortie en Amérique du Nord et a vendu le plus de tickets le jour de Noël. Il a également battu tous les records en termes de deuxième meilleur week-end. Au-delà du continent nord-américain, les ventes mondiales ont atteint les $529 millions à l'ouverture. Les ventes de tickets pour les séances IMAX ont atteint les $100 millions en 10 jours. Il s'agit d'un nouveau record mondial et tous ces records ont été battus sans la Chine, qui est aujourd'hui le second plus grand marché pour les films. Les fans chinois n'auront plus à patienter très longtemps avant de pouvoir voir le dernier épisode. En attendant, une exposition de figurines en édition limitée attire de nombreux curieux dans les centres commerciaux de la ville. Star Wars, Le Réveil de la Force sortira en Chine le 9 janvier. De nouveaux records sont alors attendus. À ce jour, le film venu d'Hollywood le plus profitable en Chine demeure Fast and Furious 7, qui a généré près de $390 millions. Le film ayant généré le plus de recettes au monde demeure Avatar avec $2,8 milliards. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur C7 TV.